peux pas me plaindre, je suis confinée sur une île avec des gens que j'aime. Je m'apprêtais à tourner un film en tant que réalisatrice. J'étais en Hongrie, je venais de le préparer depuis 9 semaines. On a tout arrêté en quelques heures et je suis arrivée ici juste à temps. Je sais pas quand est-ce que je vais retourner bosser. Et puis depuis un mois, je me demande si j'en ai vraiment envie. Je prends conscience que j'avais une vie bruyante et que j'apprécie le calme pour la première fois depuis des années. Je me demande à quoi je sers et comment je peux aider ma communauté. Je me demande à quoi servent les artistes dans ces moments-là, comment se réinventer, continuer de créer, dans quelle case je suis, puisqu'on nous demande souvent d'y rentrer. Alors j'ai mis un masque, des gants, je suis allée demander aux gens ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils espèrent pour après. Salut. Salut. Est-ce que vous avez l'impression d'être des super héroïnes, de venir tous les matins, de finalement prendre plus de risques que plein de gens, c'est-à-dire d'être exposé au virus beaucoup plus que plein d'autres gens? Oui, Isabelle. Non, moi non, je ne me considère pas comme un héros. On rend service, on est content de. Ça nous rend service aussi, on garde notre boulot, on voit du monde, on est content d'être là, les gens sont contents de nous voir. Et puis on espère que ça va se terminer rapidement quand même, mais je ne me considère pas comme un héros. Voilà. Est-ce que cette petite pause-là nous fait réfléchir à ce qu'on a l'habitude de faire? Est-ce qu'on a envie que ce soit différent après? Est-ce qu'il y a eu un temps de réflexion sur, je sais pas moi, certaines personnes, certains corps de métier auxquels on pense jamais et auxquels on penserait plus? Ouais, c'est vrai qu'on parle de les héros qu'on applaudit tous les jours, mais au final, il en est de même, effectivement, pour les commerces de proximité, pour les paysans, pour les gens qui ramassent nos poubelles. Donc, c'est effectivement ces fameux invisibles dont on a un petit peu parlé il y a quelques temps grâce à Mireille Dumas, mais qui au quotidien, c'est ça. Et aujourd'hui, si ces gens-là ne sont pas là, eh ben, le pays ne fonctionne pas. Donc, il faut juste espérer que cette prise de conscience soit sur... on fait tous partie du même bateau et on a tous besoin des uns des autres, parce que là... toutes les têtes pensantes, toutes les têtes bien faites, elles ont aussi besoin de bras, de gens qui sont là pour leur faire du pain, pour leur ramasser leurs poubelles, pour nettoyer les hôpitaux aussi, pour faire tout ça. Donc il faut juste espérer que ces gens qui étaient invisibles deviennent visibles et qu'on les traite avec tout le respect qu'on leur doit et qu'on ne leur doit même pas, qui est normal. Toi, Suzanne, t'as eu le virus? Oui, j'ai eu le virus le 20 mars. Et tu te souviens des premiers symptômes? Ouais, ça a commencé par un rhume. Et après, j'ai eu les douleurs dans la poitrine quand je respirais. J'ai eu la perte de l'odorat et du goût. Et les mal à la gorge. Et tu toussais? Et je toussais. Est-ce que t'as eu peur? Oui, j'ai eu peur. J'étais confinée dans ma chambre pendant 2 semaines. Je pouvais pas sortir. Les gens avec qui j'étais confinée me déposaient des plateaux devant ma porte. Et voilà. Tu pensais à qui Je pensais à ma maman, qui est au milieu de l'océan. Elle fait un tour du monde en bateau. Et en fait, je pensais à elle parce qu'elle me manque. Mais je sais qu'au moins, elle est en sécurité parce qu'elle est confinée sur un voilier avec personne. Donc voilà. Ça te donnait de la force de penser à elle? Ouais. Je me disais qu'au moins, elle allait bien et qu'elle n'avait pas de risque d'avoir ce virus. Avant le confinement, c'était comment? Après, qu'est-ce que ce sera? Avant, c'était comment? Avant, c'était pas bien. La preuve, hein, les gens se plaignent et les gens découvrent aujourd'hui des choses qu'ils n'ont jamais découvert avant. Donc, on va voir comment ce sera après. T'as une petite idée de l'après ou pas du tout? Alors, j'ai pas la moindre idée de l'après. J'espère juste que tout ça, ça va servir en fait aux gens de s'ouvrir et de réfléchir un petit peu à la façon dont ils vivent et puis dont ils consomment. Donc ils appréhendent des choses et puis de voir comment ça peut se passer par la suite. Pâques pour un chocolatier en plein confinement? Pâques pour un chocolatier en plein confinement, c'est très très compliqué. Hein. Mais bon, après on garde le moral. On a la chance d'avoir
c'est pas très compliqué là. On a tous les remontants qu'on veut là, parce que forcément on a une activité qui est super ralentie par rapport à une période plus normale entre guillemets. Et la rumeur m'a dit que tu faisais des petits tutos sur... On fait des petits tutos, c'est vrai, c'est la rumeur, et là pour le coup la rumeur est exacte, là c'est une vraie rumeur. Non, c'est la réalité, on fait des petits tutos, on a essayé de s'occuper, de continuer à faire parler aussi de nous, donc on fait des petits tutos avec des recettes axées sur le chocolat pour les enfants, pour les parents qui doivent occuper les enfants à la maison, voilà. Quand même. Du coup, on devient peut-être un peu plus créatif. Ouais, on cherche forcément. On essaye de chercher des petites idées novatrices pour se tirer, puis pour aussi se démarquer du reste. C'est plutôt sympa. Tu fais quoi, Marine? Alors moi, je suis créatrice de bijoux. Je travaille avec ce que je ramasse, donc c'est plutôt des bijoux en bois. Donc c'est pas d'une utilité dingue dans les temps qui courent. Non, mais ça change quoi surtout pour toi le confinement? Ça change déjà que là je ne peux pas travailler parce que j'ai 2 enfants à garder. Et ça change surtout que tous mes points de vente ont fermé. Mon atelier, évidemment, je ne peux pas l'ouvrir au public parce que je ne fais pas partie des produits de première nécessité. Et puis évidemment, quand je vais pouvoir retravailler, rouvrir au public, il y aura quand même 2 mois qui seront passés et qui seront blancs, perdus. Ça te fait réfléchir à quoi du coup ce temps de pause sur ton métier, Sur mon métier, en fait, c'est une réflexion qui va être un peu plus globale parce que je me dis il va falloir qu'on tire des leçons de ce virus, de cette pandémie, du temps qui s'arrête. Et que, en fait, c'est déjà des choses que je vis au quotidien, c'est-à-dire que les gens et moi aussi, il va falloir qu'on consomme moins et mieux, en fait, vraiment, et que là, on prend vraiment la mesure de ce que c'est que de ne pas avoir des masques qui sont faits en France. En fait, on a laissé partir tous nos savoir-faire. Donc, ce que j'espère, moi, avec mes maigres espérances et mes petits moyens, c'est que vraiment on va se rediriger vers même si on paye plus cher, il faut qu'on achète moins, que les artisans y travaillent, qu'on relocalise, que les AMAP ça fonctionne, que même là au niveau alimentaire les gens ils sont perdus, c'est-à-dire que les légumes sous vide dans les supermarchés ça fait rêver personne, donc il va falloir qu'on fasse travailler les maraîchers qui sont autour de chez nous. Tout ce que j'espère, c'est que les gens vont vraiment prendre la mesure qu'il faut qu'on fonctionne autrement. et t'y crois? Mais j'y crois, j'ai tellement envie d'y croire, surtout qu'il faut que ça fonctionne. Je me dis, si on a quelque chose à tirer de bon de tout ça, c'est vraiment ça. Marie, donc je suis restauratrice, chef dans un restaurant et prof aussi à mi-temps au collège. Voilà, donc le jour où on nous a demandé de rester à la maison, j'avais mis au point une sublime recette de burger au poisson. Je suis très déçue de ne pas pouvoir être allée au bout, c'est-à-dire la servir à mes clients. Donc voilà, j'étais en pleine effervescence puisque le restaurant allait ouvrir 15 jours plus tard et je me retrouve sans activité à ce niveau-là. Enfin, sans activité. Voilà, sans activité, oui et non, puisque j'ai 3 enfants, donc 8 ans, 12 ans et 15 ans, avec l'école à la maison. C'est 4 heures par jour et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on se rend compte que c'est facile. Compliqué, vous n'êtes pas gentil avec maman peut-être. C'est tellement facile d'être prof dans le sens où on a un recul aussi et un rapport affectif très différent et avec ses propres enfants c'est quand même très très compliqué. Et puis dans un contexte comme ça qui n'est pas rigolo, où il faut trouver quand même des activités et puis essayer de faire des choses aussi qui servent dans la vie. Donc en fait on fait plus de cuisine qu'on ne fait de cours pas proprement parler. Non mais tu me disais surtout que tu trouvais qu'il y avait beaucoup oui, de travail. Il y a quand même beaucoup de travail et puis beaucoup de notions nouvelles. Et ça, c'est très compliqué quand même d'aborder ça avec les enfants. Voilà, de s'improviser prof sur des matières qu'on ne maîtrise pas forcément. Même en étant prof. Même en étant prof. Donc voilà, ça semble quand même... je pense que ça va poser des problèmes à la rentrée à l'école. Mais voilà, les enfants, ils ont la capacité de pouvoir... ensuite reprendre le fil des choses sans problème. On verra à la rentrée.
Je suis pas inquiète. Est-ce que ce temps cette conscience un peu que le monde s'est arrêté de partout, dans toutes les villes, d'abord, est-ce que tu as conscience que tu as beaucoup plus de chances que d'autres d'être ici, d'être confiné ici, Bien sûr. sur une île avec un bout de jardin? Ouais. Et est-ce qu'il y a des gens auxquels tu penses en ce moment? Oui, bien sûr, je pense notamment... je pense d'abord, pas notamment, mais d'abord à toutes ces femmes qui peuvent être enfermées chez elles avec un homme violent, ou à tous ces enfants aussi, qui peuvent se retrouver dans des situations très très compliquées, et confinés dans un appartement, dans peu de mètres carrés, et voilà cette détresse-là qui doit être très très compliquée. Et tout, aussi le rapport que j'ai fait tout à l'heure vis-à-vis de l'école, à la maison, etc. Et je pense que pour ces familles-là, ça doit être vraiment très très compliqué pour tous ces enfants-là, qui n'ont pas l'aide suffisante à la maison, et qui en plus vivent dans des climats très très compliqués, de tension, de colère, de violence, etc. Donc là, oui, je trouve qu'il y a quand même... il faut penser à tout ça. Et puis je pense aussi, ça c'est un rapport avec mon autre vie d'anthropologue, je pense aussi beaucoup aux communautés indiennes à travers le monde, et notamment en Amérique latine, qui elles n'ont pas la possibilité d'être confinées, puisqu'il faut qu'elles sortent absolument de chez elles pour pouvoir travailler. Elles n'ont pas d'autre choix, puisque sinon c'est mourir de faim. Et donc je pense beaucoup à ces femmes qui vendent dans la rue de la nourriture, et qui sans ça ne peuvent pas donner à manger à leurs enfants. Donc je pense beaucoup à elles aussi. C'est des réalités que j'ai pu constater, mais pas en cas de confinement. Mais je sais que des milliers de familles indiennes ne vivent que grâce au travail de ces femmes-là. Et donc là tout s'écroule, et elles sont obligées quand même de sortir et de braver les interdits et de se mettre en danger finalement. Elles n'ont pas le choix. Voilà. Est-ce que depuis un mois de confinement, il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as plus envie de vivre? Oui. Ma consommation des réseaux sociaux. Parce que dans mon métier et dans ma vie, c'était vraiment une partie, grande partie. Et là, je me suis rendu compte pendant ce temps de pause que j'aimais lire, que j'aimais prendre l'air, prendre du temps pour moi, faire des choses plus utiles. Et c'est vrai que quand je me rebranchais sur ces réseaux, c'était beaucoup de messages de haine, de rage, de critiques, de Bêtises. Vraiment de bêtises. Et j'avais envie de répondre. Et au début, je répondais. Ça me mettait en colère. Et j'ai arrêté de répondre. Et j'ai décidé finalement de couper toutes les notifications de tous les réseaux, de tous les médias. Et depuis, je sens que je revis, que je suis beaucoup plus apaisée, que je m'endors plus facilement, que je suis beaucoup mieux dans ma vie finalement. Qu'est-ce que tu espères pour l'après? Pour l'après, de la bienveillance, beaucoup plus de bienveillance, parce qu'il n'y en a vraiment pas assez. Ou alors il y en a, mais très peu. Comme au lendemain des attentats, où pendant 3 jours, les gens se sont presque serrés dans les bras en rentrant dans le métro. Il y a eu des messages d'affection, c'était agréable, mais ça a duré que 3 jours. Et là, quand on voit les applaudissements pour les soignants, plein de gestes qui sont faits, on a envie en fait que ça perdure. Donc c'est sûrement très utopiste, mais moi c'est ce que je souhaiterais. Il y a toujours un peu de rage dans ces moments-là. Enfin, il y a de la rage. Avant la rage, il y a de l'incompréhension. Ça peut être de la jalousie aussi, j'en sais rien. Je suis pas tout le monde, mais il y a une espèce de comment dire... Il y a une peur, je pense, il y a une crainte au départ quand on nous a annoncé le confinement, tout ça. Oulala, et on était en guerre contre un virus. Les gens prennent ça en pleine face. Il faut tout arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, hein, moi, mais peut-être que même moi le premier, je voudrais aller quelque part ailleurs où on se sent mieux pour se confiner. Des gens sont venus, très bien, tant mieux pour eux, ils sont là. Le tout, c'est de les accueillir quand même. Après, je comprends que certaines personnes puissent être surpris, parce que c'est vrai que ça fait un flux d'un coup. C'est comme, tu sais, quand arrive la saison touristique, on est très content de recevoir des gens sur Belle-Île, ou ailleurs, à l'île Dorée, ou à l'île Dieu, j'en sais rien.
mais pour pas dire le nom. Euh, mais mais d'un coup, c'est fait beaucoup et on se sent parfois oppressé parce qu'on est tellement habitué à vivre dans un espèce de petit microcosme que d'un coup, c'est l'afflux, quoi. Et on est débordé, c'est les bouchons dans tous les sens, on n'a plus des grands espaces sur les plages, voilà. Mais ça fait partie du jeu, voilà. On est sur une zone touristique, c'est comme ça. Et on est très content de recevoir des gens et de pouvoir faire de belles rencontres aussi. Mais là, dans cette période de confinement, bon, il était demandé un confinement. Alors, on demande aux gens de rester chez soi, puis on voit plein de gens partir et puis hop, arriver un peu partout. Alors, avec la crainte d'un virus, voilà. Donc, il y a de la peur. Il y a aussi les rageux qui ne peuvent pas s'empêcher, du coup, de s'exprimer par la rage. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Les réseaux sociaux sont là, entre autres, pour en parler souvent. Parce qu'on constate quand même que sur les réseaux sociaux, c'est souvent ça, c'est de la rage. Alors, mais attention, hein, y a ceux qui ragent parce que bah, c'est un peu leur façon de s'exprimer, parfois au quotidien, et puis qui ne savent pas s'exprimer autrement. Et puis tu as ceux qui répondent derrière et qui enveniment les choses, et puis c'est reparti. Et puis après, le problème, c'est qu'on en fait une généralité. Voilà, tu en as 3-4 qui débattent n'importe comment en s'insultant sur un réseau, et puis bah, on a l'impression que c'est comme ça pour tout le monde. Mais non, non, pas du tout. En fait, c'est pas une généralité, c'est juste quelques cas par-ci par-là. Mais quelques cas par-ci par-là, paf, ça prend tout de suite une proportion. Et on le voit donc, je fais le parallèle à tous les réseaux sociaux, dans les infos, tout ce qu'on entend, c'est ça. Dès qu'on a un cadrage quelque part, aïe, c'est pour tout le monde pareil. Non, c'est pas le cas. Moi, je vis ici, j'ai pas vu de haine, j'ai pas vu de rage, de personne. J'en ai entendu parler, mais il faut pas s'arrêter à ça. Ça serait stupide parce que finalement, on donne une fausse image des choses. Alors, effectivement, il y a des cas où ça se passe, mais ils sont moindres, hein. Après, les gens peuvent penser des choses, mais tant qu'ils les expriment pas sur les réseaux sociaux et que ça envenime une espèce de haine, ça entretient une espèce de haine, je veux dire, bah, voilà, faut le garder pour soi et puis ranger un petit peu son truc et puis ça passera. Ça passera tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Isa, juste avant le confinement? Je me suis retrouvée veuve à 48 ans. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus dur maintenant? D'être confinée, de ne pas pouvoir serrer les gens dans mes bras, les embrasser, avoir du monde autour de moi. Et ce temps de... cette parenthèse, ce temps suspendu, ça te rend encore plus triste? Ça te permet de... T'as l'impression que ça ralentit ou que ça accélère ton deuil? Moi, je pense que ça le ralentit. C'est hyper dur d'être toute seule dans ce moment-là. Bah, c'est sûr que ça m'a fait prendre du recul par rapport à mon travail du coup parce que c'était pas sûr ce projet d'être mené à bien avec toutes ces histoires-là, c'est toujours pas très sûr d'ailleurs, mais je prends conscience de niveau de compréhension que j'avais pas vu dans mon travail et effectivement le fait qu'on est un peu dans une période où on vit les défauts de la globalisation et on se rend compte qu'on a délocalisé toutes nos industries, qu'on a sali toute la nature qui nous entoure. Et ce travail-là, il parlait des débuts de ce monde-là, et là on en voit un peu la fin, ce que j'espère. J'espère que maintenant, cette crise-là va nous faire prendre conscience de tous les problèmes de notre système politique et qu'on va aller vers quelque chose de plus sensé. Et tu penses que du coup, dans ton travail en tant qu'artiste, ça va te donner envie d'aller... Du coup, tu étais en train de presque de faire un travail sur ce début. Est-ce que tu as l'impression que tu pourrais faire un travail sur cette fin? Ouais, tout à fait. Ça fait partie des idées qui sont dans les tuyaux. Effectivement, là, je parlais de quelque part de la fin d'un monde, la fin du capitalisme un peu traditionnel à la fin du 19e siècle. Là, maintenant, je pense que je vais sauter une étape et je vais parler de science-fiction et de post-apocalyptique. Je pense que ça peut faire partie d'être des choses qui nous feront réfléchir un peu plus maintenant. Utopie ou dysotopie? Quelque chose qui fait un peu peur parce qu'on est dans un avenir très incertain mais toujours chargé d'espoir et qui nous relie à des choses plus essentielles. La nature, le symbolisme, la solidarité, plein de richesses païennes qu'on avait avant dans nos campagnes et qu'on a perdu au profit de ce monde moderne.
moi, je suis content parce que je peux aller dans la forêt, je construis des cabanes, je suis à la maison. Je suis bien en confinement avec ma mère. Voilà. Et l'école te manque pas? Non, ça va. C'est bien. Ok. C'est bon. Et toi, Noah? Ouais, j'aime pas trop Ah parce ouais qu'on a loupé la piscine à l'école. Ouais. Et Toi, ça te manque l'école? oui, un peu. Et les copains, tout ça? Les copains, ils me manquent aussi. Et c'est qui te fait l'école à la maison? C'est mon papa et ma maman, les deux. Et c'est qui le meilleur prof? Bah, c'est maman. Ok. Tu fais quoi, Perrine, dans la vie? Je suis auxiliaire de puériculture. Je travaille dans une crèche à Delhi. Qu'est-ce que t'espères, toi, pour l'après, après le confinement? T'as eu le temps de réfléchir un peu à ça? Je n'y ai pas trop réfléchi, mais j'aimerais du coup avoir plus de temps au niveau personnel pour m'occuper de la famille, tout ça, pour pouvoir prendre mon temps déjà dans ma vie perso. Et sinon, plus généralement, j'aimerais que les gens se rendent compte qu'ils vivent pour la plupart des vies de ma boule. C'est bien de prendre son temps. Tu penses que les gens vont s'en rendre compte de ça? Je pense que oui. Enfin après, ceux qui habitent en ville, c'est peut-être encore autre chose. Pour les gens qui vivent à la campagne, c'est plus simple de se rendre compte de ça, je pense. Vous venez de vivre quelque chose de terrible il y a quelques heures? Ouais, depuis lundi, précisément. Bah ouais. On a perdu notre maman, pas à cause du Covid-19, à cause d'une longue maladie malheureusement. Et c'est vrai que c'est très dur d'accompagner quelqu'un qui est à l'hôpital, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, on ne peut rien faire parce qu'effectivement le confinement fait qu'on est un petit peu mis de côté. En fait, c'est ça. On n'a pas le droit de dire au revoir comme il faut. Je comprends tout ça, hein, je comprends pourquoi on fait ça, mais quand ça t'arrive à toi, en fait, tu prends vraiment la mesure de ce qui est fait et c'est un peu inhumain, quoi. C'est le côté... là, on vit vraiment une catastrophe naturelle et mondiale et en fait, malheureusement, bah, nous, on a été mis là-dedans. On a été les victimes collatérales de cette épidémie. Exactement, et puis quand on est rendu au point de devoir trier les personnes qui pourront assister à l'enterrement, c'est-à-dire avoir effectivement 20 personnes qui peuvent venir, qui peuvent nous aider, nous accompagner. On est rendu à un point à se dire qui mérite de partir comme ça. Est-ce que c'est à nous, en plus, de choisir? Enfin, quelle légitimité on a finalement à devoir choisir? C'est trop dur, en fait. C'est pas possible, quoi, de faire ça. Donc ouais, c'est dur. J'espère qu'en tout cas, si le confinement doit durer des mois et des mois, qu'il y aura des solutions qui seront trouvées pour justement accompagner ces familles qui vont subir la même chose, parce qu'il y en a plein des gens qui meurent pas du Covid et qui meurent d'autres choses. Et ces gens-là, en fait, ils méritent aussi d'être accompagnés. Ouais. Comme il se doit et comme ils auraient dû l'avoir sans ce confinement-là. C'est vrai qu'on est, en fait, on se posait la question de se dire pourquoi maintenant, en fait. On se disait, mais non, elle va pas partir pendant le confinement, comme ça au moins on pourra avoir tout ce qui... Bon, elle est partie avant, ça c'est fait, mais on est rendu à un point à se dire pourquoi. Et même, enfin, le pire, je pense, c'est quand même ceux qui meurent du Covid, vraiment à pas pouvoir parler ces dernières heures. Enfin voilà, tout s'accélère tellement rapidement aussi pour eux. Enfin voilà, faut aussi y penser, faut aussi. Mais c'est vrai que c'est un contexte qui est. C'est un peu une mesure inhumaine pour sauver des vies humaines. Et c'est ça qui est compliqué de faire avec les deux et de se dire que ouais, en fait, des victimes comme nous, en fait, il y en a beaucoup. Et je pense d'ailleurs à tout le monde.
Et Exactement. et c'est compliqué. Nous, après, c'est vrai que venant d'une petite île, les mesures sont quand même un peu plus allégées que pour les autres personnes qui vivent dans des grandes villes où finalement, nous, à Belle-Île, on n'a pas beaucoup de malades et en fait, l'hôpital reste accessible. Mais j'imagine pour ces grandes villes où justement les hôpitaux sont surbondés, où en fait, tu peux même pas venir te recueillir en fait, sur le corps de ton proche disparu, ça doit être inimaginable. J'ose même pas en fait y penser. Exactement. Donc voilà. Ici, les gens ont probablement plus de chance qu'ailleurs. Et mon cœur est avec ceux qui souffrent, avec ceux qui meurent et avec ceux qui ont peur. Pour la première fois depuis très longtemps, la planète respire. Et nous, non. J'espère vraiment qu'un jour, on pourra respirer tous ensemble, en même temps.